Donc, pour élaborer cette intervention sur les mémoires paysagères de la catastrophe, il a fallu que je m'éloigne de ce qui constitue l'axe structurant de mes recherches consacrées à l'histoire de l'exil arménien au XIXe et XXe siècle. Néanmoins, ce pas de côté vers les mémoires se développe à partir d'une interrogation lancinante sur la trace, sur l'archive, sur la disparition. Depuis quelque temps, je m'efforce de réfléchir à l'alliance entre crime de masse et paysage, ou pour le dire autrement, au retournement meurtrier d'une topographie familière, à savoir une ravine, un cours d'eau, une gorge, autant de lieux, autant d'éléments du relief qui ont été subvertis par une entreprise criminelle pour être ensuite rendus à leur nature silencieuse. Je m'intéresse alors à la manière dont les artistes, en revenant sur les lieux, traitent de cette transgression extrême, la transcrivent dans un répertoire esthétique grâce auquel le passé redéploie des possibilités de sens. J'aimerais alors vous soumettre l'hypothèse que les images photographiques réalisées près d'un siècle après l'événement donnent un statut à des traces du passé qui jusque-là n'ont jamais accédé à la dignité d'archive. Jacques Derrida, dans son essai intitulé « Mal d'archives », explique que l'archive est politique. Elle est le fruit d'une sélection entre les traces du passé, la conservation des unes allant de pair avec la destruction des autres. Et l'archive, nous dit encore Derrida, parce que justement elle est sélection, contient une violence à laquelle, pour ma part, je suis sensible, puisqu'au cœur même de mon travail sur les populations exilées, je suis constamment amenée à réfléchir au rapport de force qui a laissé dans l'ombre tout un pan d'expérience, faute de documentation, faute de séries cohérentes, de corpus parfois, ce qui oblige par conséquent à concevoir des stratégies de recherche particulières pour faire l'histoire malgré tout de ces expériences enclavées. Ce malgré tout, je le reprends à Georges Didi Huberman, en pensant à ce texte « Images malgré tout », dédié aux 4 photographies prises à Auschwitz-Birkenau. C'est donc en méditant sur la vulnérabilité de certains événements historiques, programmés comme le sont les génocides pour ne laisser aucune trace, que j'en suis venue à m'intéresser notamment aux travaux de photographes contemporains qui, à leur tour, placent l'énigme des restes, de la trace, du fragment au cœur de leur quête. Et dans le cadre de cette journée d'études, je m'appuierai plus précisément sur une sélection d'images qui partagent une même attention au paysage, qui envisagent l'espace comme un palimpseste où les signes d'une altérité abolie restent bien visibles à qui sait voir. Mais avant de montrer en quoi ces images sont susceptibles d'élargir notre compréhension de la catastrophe, je vous propose de partir du corpus originel pour faire une brève présentation de sa constitution et revenir aussi mais rapidement sur le cheminement historique qui a conduit à son effacement puis à sa réapparition. Donc le corpus originel. Alors évidemment, ce n'est pas possible ni même véritablement utile ici de présenter le corpus iconographique en tant que tel. Donc, ce dont on dispose sur l'extermination des Arméniens, il y a toute une bibliographie que je pourrais donner éventuellement à ceux que ça intéresse. Mais en revanche, j'aimerais brièvement revenir sur les conditions dans lesquelles ont été réalisées les rares images sur cet événement. Je rappellerai que tout s'est opposé pendant la guerre à la réalisation d'images sur la persécution des Arméniens, d'abord parce que 2 décrets ottomans pris en 1915, ont interdit de photographier les déportés. Donc ceux qui ont bravé ce dispositif de dissimulation du crime savaient qu'ils allaient jusqu'à risquer leur vie. Il y a relativement peu d'images ensuite, parce que les témoins oculaires ne disposaient évidemment pas toujours du matériel nécessaire, sans compter qu'avant l'invention du boîtier léger, les contraintes techniques rendaient malaisé le transport d'un équipement lourd et encombrant dans les lieux les plus reculés de la déportation. Ceux qui y parvinrent malgré tout sont essentiellement des militaires. Je pense par exemple à l'allemand Armin Wegner. Donc j'en profite pour rappeler que durant l'Empire ottoman, une alliance militaire fut contractée entre le Reich et l'Empire ottoman, et que dans ce contexte, Wegner s'est embarqué comme infirmier volontaire
aux côtés de la 6e armée ottomane, et que durant sa mission sanitaire en Syro-Mésopotamie, il a pu effectuer clandestinement l'essentiel des clichés dont on dispose sur les camps de concentration. J'en montrerai par la suite. Et au sujet des plaques photographiques qu'il a cachées dans sa ceinture pour les mettre coûte que coûte en lieu sûr, Wegener a parlé, je cite, d'images de terreur et d'accusation. Et c'est sur ce thème d'accusation que je souhaiterais m'arrêter, puisqu'il paraît clair que Wegener ne doutait pas que les scènes photographiées auraient un jour valeur de preuve, au sens judiciaire du terme. Il a été rappelé tout à l'heure que les Alliés, en mai 1915, avaient solennellement averti le gouvernement ottoman qu'il serait tenu pour responsable des nouveaux crimes contre l'humanité et la civilisation commis à l'encontre de la population arménienne. Viendrait donc le moment de rendre des comptes. On a dit également tout à l'heure, donc je ne vais pas m'étendre davantage, qu'à l'issue de la guerre se sont ouverts à Constantinople des procès et que les principaux responsables ont été donc jugés in absentia. Mais il est à noter que les instances officielles qui se sont saisies du dossier arménien ont donné à ce moment-là priorité aux matériaux écrits. L'enjeu consistant à prouver donc l'intention criminelle, tout fut mis en œuvre pour rassembler directives, circulaires, ordres télégraphiques qui n'avaient pas été détruits, et pour également collecter et publier des témoignages. L'image n'est venue qu'en second au sein de cette instruction. Et donc, dans nombre de publications de l'époque, on s'aperçoit qu'il y a une faible diffusion de ces images de terreur au lendemain de la guerre, que la violence reste bien souvent hors champ et qu'on montre plus volontiers les vivants, les survivants, des groupes d'orphelins. Les cadavres, les corps suppliciés sont rarement exhibés comme ils le seraient par la suite. Donc, la révolte des nationalistes turcs emmenée par Mustafa Kemal a mis un terme à ces procès, et puis les Alliés, comme il a été rappelé, ont décidé donc de soutenir les kémalistes, et en 1923, à Lausanne, la paix a été renégociée. Ce revirement donc, diplomatique a précipité l'abandon de la question arménienne, qui fut évincée de la scène internationale, et dans ces conditions, le matériau documentaire et notamment iconographique rassemblé donc, sur l'extermination des Arméniens devait à peu près disparaître de la circulation. Donc on entre dans une temporalité longue de plusieurs décennies, une temporalité de l'effacement. Les images sont reparues au grand jour dans la seconde moitié du XXe siècle, lorsque la génération des filles et fils de rescapés est descendue dans la rue en 1965 pour commémorer le cinquantenaire du génocide, aussi bien à Yerevan qu'à Paris, Montréal et dans toutes les grandes villes de la diaspora. Jusque-là, les commémorations du génocide, qui tombent donc chaque année le 24 avril, se déroulaient dans des lieux clos. Donc cette sortie dans la rue, lors du cinquantenaire, marque l'entrée dans une nouvelle ère commémorative où l'on voit que la diaspora resserre ses rangs autour du génocide, ce concept juridique forgé par Raphaël Lemkin pendant la Seconde Guerre mondiale et consacré par l'ONU en 1948. Ce terme donc, devient un véritable mot slogan pour les Arméniens, un catalyseur du sentiment identitaire. Or, à la faveur de la lutte pour la reconnaissance internationale du génocide, le matériau iconographique sort des limbes. Les images du passé sont reproduites dans des ouvrages, dans des brochures, le plus souvent sans aucun élément de contextualisation, sans légende, l'important à ce stade étant de brandir des icônes dont le combat a besoin. Mais évidemment, comment rendre compte du crime par l'image ? Alors, force est de constater que l'effet de masse est rarement rendu dans ce qui est reproduit. Je l'ai dit tout à l'heure, les moyens de l'époque n'ont pas permis aisément de photographier, et puis le règne du secret également n'avait pas permis de saisir sur le vif les massacres ou de réaliser des vues panoramiques des camps ou même des charniers, comme j'ai pu le voir en allant il y a quelque temps à une exposition au Mémorial de la Shoah à Paris sur le Rwanda, où là on dispose de scènes filmées au téléobjectif et qui ont été ensuite montrées au TPI d'Arusha, au Tribunal pénal international. Donc rien de tel ici, où l'on voit qu'en fait la remémoration s'est faite à l'échelle
privilégiant, en fait, à une échelle beaucoup plus... à une petite échelle, privilégiant en fait les photographies d'êtres singuliers, d'êtres souffrants, de femmes et d'enfants décharnés, qui sont donc ces icônes de souffrance que le spectateur occidental peut facilement associer au répertoire classique de l'iconographie chrétienne. Donc ici, vous avez une Mater Dolorosa qui porte donc son enfant sur le dos. Là, un nouveau massacre des innocents. Et donc, ce qui frappe, c'est que le registre de la barbarie l'emporte sur celui de la rationalité génocidaire. Donc, j'en viens donc au nouveau cadre esthétique de la mémoire pour vous présenter les 3 énigmes que, à mon sens, la photographie contemporaine cherche à percer. Donc, durant les années 2000, les derniers survivants se sont éteints et besoin s'est fait sentir, pour rester en lien avec un passé de plus en plus lointain, d'aller au-delà de la reproduction invariable de ces images originelles, d'engager des démarches exploratoires pour fournir de nouveaux motifs iconographiques sur la catastrophe et donc d'enrichir le répertoire de sa représentation. Ou pour le dire autrement, créer les images manquantes. Le temps, bien sûr, n'est pas le seul moteur de cette réélaboration esthétique, puisque la persistance de l'État turc à nier les faits a rendu nécessaire une nouvelle approche réflexive de l'image. Donc, face à la démultiplication des regards, je me suis astreinte à quelques propositions photographiques et pour souligner, voir avec vous maintenant que 3 directions principales s'en dégagent, qui ne sont d'ailleurs pas exclusives les unes des autres. La première, on va voir, scrute les paysages nus en quête de sens par le vide. La seconde, au contraire, par son goût du détail, fait songer au projet de la micro-histoire. La micro-histoire, c'est un courant historiographique qui est né à la fin des années 70 en Italie et qui se propose de réduire l'échelle d'analyse pour diriger l'attention non plus sur les grandes structures comme on le faisait à l'époque, mais sur les individus qui sont saisis à la loupe. C'est une expression qu'utilisent les historiens, les tenants de cette micro-histoire. Et de façon analogue, la réduction, on va le voir, devient pour la photographie l'échelle privilégiée où rechercher les traces du passé. La troisième voie, enfin, s'attache aux vivants pour mieux cerner à travers eux la présence spectrale des disparus. Donc, l'énigme du vide. Des 3 énigmes posées à la photographie, celle du vide est, à mon sens, celle qui s'approche au plus près du lien intime entre la mécanique génocidaire et l'espace. Je rappelle rapidement que l'élimination des Arméniens s'est appuyée de façon extrêmement concrète sur la topographie, pas seulement, mais je dis bien c'est appuyé, en cédant des gorges, des fleuves, des ravines, comme je le disais tout à l'heure, pour tuer, liquider, entasser les cadavres. Donc cette gorge, qui provient d'une série dont je vous parlerai tout à l'heure, du travail de Pascaline Mar, qui s'intitule donc Fantôme d'Anatolie. Voilà, la mémoire, c'est voir dans cette gorge un coupe-gorge. Les déportés qui survécurent aux marches de la mort furent livrés durant la 2e phase du génocide au désert de Syrie et de Mésopotamie, où ils furent rassemblés dans des camps mouroirs et ils périrent par centaines de milliers. De tout cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne disposons que de rares vues, prises à l'époque notamment dans les camps de concentration par Armin Wegner. Ce qui frappe, vous voyez ces images, ce qui frappe en comparaison avec les images des camps nazis ou soviétiques, c'est la légèreté des installations. Vous avez de simples tentes maladroitement posées dans un sol sablonneux. Vous n'avez aucune construction en dur, aucun matériau symbolisant, comme le fil barbelé, l'oppression à l'âge des totalitarismes. Donc il règne une impression d'anarchie, d'amateurisme même, qui permet aussi de jeter un doute sur l'intention des criminels. On se demande s'ils cherchaient vraiment à tuer en masse avec de si faibles moyens. Donc les rouages de la machinerie génocidaire n'apparaissent pas clairement, sauf à comprendre qu'ils se trouvent en partie sous nos yeux, dans l'encerclement même, cet encerclement infernal du désert. Mais disparaître ainsi en pleine nature, c'est bien sûr encourir le risque d'être dénaturé dans son statut de victime d'un crime d'État et passer pour la victime simplement d'un malheureux épisode de sécheresse,
Donc une catastrophe naturelle en somme. Et il n'est pas anodin de noter qu'au lendemain du génocide déjà, le jésuite Antoine Poidbard traitait l'extermination des Arméniens par le vide en faisant paraître une photographie intitulée « Panorama des montagnes d'Arménie, lieu de massacre ». Or, que voit-on? C'est une image qui date de 1919. Que voit-on? Rien, si tant est qu'on puisse appeler rien la nature. Donc vous avez la croupe d'un massif montagneux et puis la boucle d'une rivière. Rien encore, l'homme au premier plan, sans doute le guide de Poidbard qui prend la photo, hein, et dont la présence ne dit rien des massacres. Donc en somme, les grandes thématiques par lesquelles le génocide arménien serait abordé par la suite sont en partie déjà présentes. L'invisibilité des corps, l'œuvre dissimulatrice de la nature. On est face à un non-lieu de mémoire. Donc j'en viens alors à cette génération de photographes nés dans les années 60-70. Et à regarder leurs travaux, il est manifeste que le paysage est au centre d'une démarche exploratoire qui cherche à nouer un dialogue avec l'histoire. Et comme je le soulignais tout à l'heure, la disparition des derniers survivants n'est certainement pas étrangère à cette approche du génocide par son empreinte spatiale. Le constat vaut d'ailleurs pour d'autres génocides que celui qui nous retient ici, puisqu'à Paris récemment, les travaux du photographe Roberto Frankenberg ont été présentés à la Maison de la Culture Yiddish. Et on voit qu'il s'est rendu sur les lieux où ses aïeux furent déportés et assassinés. Et ces images sont frappantes en ceci qu'elles déclinent une riche palette de verts, le vert des forêts humides et des plaines polonaises, de sorte que les noms de Majdanek, Sobibor ou Auschwitz-Birkenau sont associés à des visions de mousses, de graminées, de fougères. Et, dit l'artiste, la végétation silencieuse me renvoie à des images et des sons, de sorte que la photographie est pour lui un langage approprié pour s'affronter au domaine de l'invisible. Je reviens au travail de Pascaline Mar, dont une exposition est en cours justement à Valence, au CPA. Et donc ce sont des images tirées de son ouvrage « Fantôme d'Anatolie » qui vient de paraître. Ici, donc, vous avez les flots paisibles de la mer Noire, qui ne sont que la partie visible de la photographie, laquelle en réalité garde son secret, sa face invisible, jusqu'à ce que la dédicace de cette image à Lou Saper, donc ça s'appelle « En mémoire de Lou Saper », une survivante, vient rappeler que les eaux de la mer Noire appartiennent à l'histoire du génocide pour s'être refermées sur les déportés des régions littorales qui furent conduits au large et passés par le fond. Donc la mort, mêlée à ce paysage liquide, n'est pas assignée à un lieu où se recueillir, ou prier, ou se souvenir. Il n'y a nulle part où inscrire une mémoire apaisée, nulle part sinon peut-être dans la photographie, puisque l'artiste, lui, peut dévoiler que la mer est ici un tombeau opaque et silencieux. Je voudrais continuer sur cette idée d'espace infini de la mort en évoquant le travail photographique de Bardik Koyumjan, qui, de façon analogue, questionne donc le retournement meurtrier des lieux contre une population. Ce petit-fils de rescapé a mené son enquête dans le désert syrien et il en a rapporté toute une série de photographies publiées aux éditions Actes Sud en 2005. Ces images sont nées d'un corps à corps avec le désert. Il me semble que c'est sous celle-ci qu'il a donc une petite, légendé. Il a mis un extrait de son carnet de bord, je cite, « Pendant plus de 5 heures à moto, hors des sentiers battus, le paysage est le même. Pas de traces de vie, l'horizon vous encercle. » Et donc, face à l'infini des lignes de fuite, le vertige s'empare peu à peu du spectateur qui reçoit ces images. Toutefois, en capturant le désert, c'est-à-dire qu'en l'insérant dans le cadre rigoureux d'une image, le photographe a aussi canalisé son emprise, puisque la vastitude, mise en boîte, est livrée à la pensée. Le regard peut alors considérer ce qui fut autrefois l'ultime scène du crime, brûlante et sans issue. Et cette découpe, ce découpage, ce cadrage, fait de l'espace un lieu intelligible pour l'histoire. Et le désert tire ensuite la réflexion vers le secret, également, dont s'entourent les grands crimes pour réussir.
Le désert devient alors une allégorie du crime parfait. Comme en témoigne encore une affiche, cette fois plus militante, de Ruben Malayan contre le négationnisme turc, où il montre une étendue désertique cernée de montagnes, un squelette à peine visible gît au pied d'un arbuste mort. Et là encore, par ce montage, l'auteur, c'est un montage contrairement aux précédentes images, l'auteur joue sur les registres de l'absence et de l'invisible pour dénoncer le mensonge d'État qui sévit en toute impunité. Donc, les images du désert ont substitué à la barbarie dont je vous parlais tout à l'heure, avec le surgissement, la réapparition des images icônes. Cette fois, donc, ces nouvelles images du désert et des lieux, de l'espace, ont substitué à la barbarie une autre thématique, touchant à la paradoxale modernité de ce meurtre de masse. Puisque les images suggèrent que pour en arriver là, il a fallu qu'une pensée politique de l'espace se déploie à travers l'Empire ottoman, sans rien laisser au hasard. Et de fait, les récents travaux d'une nouvelle génération d'historiens ont démontré le fonctionnement mathématique d'une véritable ingénierie, une ingénierie sociale, territoriale, conçue pour éliminer les indésirables en les déversant là-bas, dans les déserts, afin de laisser aux Turcs la possibilité de construire ici un État-nation centré sur l'Anatolie. Couplée à l'énigme du vide, celle de la trace. Et je continue je reviens sur le travail de Bardik. Son travail nous retient encore pour le changement de focale qui l'amène à se pencher au ras du sol, comme je disais tout à l'heure à propos des historiens, les tenants de la micro-histoire. Et donc, en explorant l'immensité de la série du Nord, Koyuncan a retrouvé des ossements qui remontent régulièrement à la surface par l'écoulement des eaux ou par lors des labours. Et donc il en a photographié quelques-uns. Si bien que sa photographie a fourni une inscription à ces os tirés du néant. On voit là encore que le cadrage enserre étroitement les débris et que par cette prise en charge, la photo permet le déplacement des restes humains vers un espace esthétique où enfin ils s'affranchissent de leur servitude à un lieu physique qui les condamnait à la poussière. D'ailleurs, la guerre civile qui ravage la Syrie depuis mars 2011 n'a pas épargné les vieux os arméniens, puisqu'ils ont été maintes fois pulvérisés sous les bombes et que le mémorial de Deir ez-Zor a été dynamité il y a quelque temps, en septembre 2014, par les forces djihadistes donc de l'autoproclamé État islamique du Levant. Et donc cet acte de photographier se révèle rétroactivement comme une opération de sauvetage, une mise à l'abri de quelques os dans des lieux de mémoire portatifs. Le travail de Pascaline Mar s'affronte également à l'énigme de la trace, et donc pour ce faire, elle met en œuvre un art du détail. La question qui habite Pascaline Mar, c'est comment écrire une absence, écrire avec les moyens techniques et sensibles de l'écriture photographique qui est mise en lumière d'un invisible, identification de points aveugles dans le quotidien des vivants. Donc, on a des pièces envahies de gravats, de formes incertaines, dans le cœur des maisons. Là, c'est une maison à Ordu, une ancienne maison arménienne abandonnée. Des croix gravées dans la pierre. En fait, on s'aperçoit que les lieux du quotidien sont encombrés de vies absentes et que cette écriture spectrale fait exister ce qui est incertain et soulève en retour de nombreuses questions chez le spectateur qui, face à ce travail, se demande comment vivre aujourd'hui en Turquie avec le legs silencieux de la destruction des Arméniens. Là, vous avez par exemple des enfants qui jouent dans une mosquée, mais c'est une mosquée qui n'est mosquée que depuis les années 90. C'était une ancienne église arménienne où, à l'époque des massacres hamidiens, à la fin du 19e siècle, avait eu lieu un massacre à l'intérieur. Les Arméniens avaient été regroupés et brûlés vifs, massacrés. Donc, comment croire, quand on voit ces images, la réponse, Pascaline Mar ne l'apporte pas, mais elle fait émerger un nouveau questionnement. Comment croire au règne sans partage d'une mémoire unifiée en Turquie, quand les signes d'une altérité abolie restent partout visibles,
Ou bien la force du siphon négationniste est-elle précisément d'avoir englouti un monde de signes et de sens, où tout serait là, visible, familier, mais rien ne permettrait d'accéder au sens caché, un peu comme face à un palimpseste. Et donc en remontant les rues d'un ancien quartier arménien, en scrutant les façades urbaines, en s'avançant, comme ici, dans les intérieurs domestiques, elle questionne l'étrange proximité que les habitants entretiennent au jour le jour avec leurs voisins d'hier. Hein, c'est l'énigme de la trace et l'énigme des vivants. La dernière énigme que je voulais évoquer. Et de fait, il arrive que les vivants eux-mêmes, en Turquie, se découvrent, corporellement parlant, porteurs de traces. Et c'est là que réside la dernière énigme, posée par la mémoire du génocide et qui, cette fois, déplace l'attention sur les hommes et les femmes de Turquie, rattrapés ces dernières années par l'impérieuse résurgence de l'événement. Pour le comprendre, il faut rappeler que la destruction de la communauté arménienne est passée par l'intégration forcée dans les foyers musulmans de dizaines de milliers de femmes et d'enfants qui ont été enlevés, vendus et dépossédés de leur identité première. Après Lausanne en 1923, après le traité de Lausanne, la Société des Nations a renoncé à exiger des Turcs la libération des Arméniens qu'ils détenaient encore. Et la Société des Nations a cru ainsi classer l'affaire. Or, à la faveur de ce qui deviendrait un tabou, une mémoire est en fait parvenue à survivre dans l'intimité des familles. Elle fut résolument muette pendant des décennies jusqu'à ce que le passage du temps permette enfin à l'aïeul de chuchoter son histoire à ses petits-enfants. Et c'est d'ailleurs dans le livre de ma grand-mère, paru en turc en 2004, Fethiye Çetin a donné le récit de cette révélation qui a créé la stupeur en Turquie où bon nombre de Turcs se sont mis à regarder leur propre corps comme le troublant réceptacle d'une violence refoulée. Le legs humain, cette fois, un legs de chair et d'os d'un impensé majeur de l'histoire nationale. Donc pour conclure, je rappellerai donc que longtemps, le corpus photographique sur le génocide des Arméniens s'est limité à de rares images réalisées contre un interdit et par des non-professionnels, qu'elles furent un temps exhibées comme preuve, mais qu'elles devaient ensuite s'évanouir après que la question arménienne sortit des agendas diplomatiques. Plus tard encore, ces images ont fourni aux héritiers de la catastrophe ces icônes dont ils avaient besoin dans leur combat pour la reconnaissance du génocide. Vint ensuite le temps d'un renouvellement des images, à l'œuvre cette fois des photographes professionnels, des artistes rendus sur place avec la volonté d'aborder la question de l'après. Et donc, voilà. En plaçant l'énigme des traces et des restes au cœur de leur quête, ils fournissent à la mémoire des cadres esthétiques qui lui permettent, à mon sens, de métaboliser le vide en repère collectif. Merci.